Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis des élections libres et justes pour 2020. Il a également assuré que des réformes ont été entreprises pour rendre la commission électorale crédible. En RDC, la plupart des 6 candidats exclus de la présidentielle prévue en décembre, dont Jean-Pierre Bemba, ont fait l'option de saisir la Cour constitutionnelle après l'invalidation de leur dossier par la commission électorale. Et puis en République centrafricaine, des affrontements meurtriers ont eu lieu durant ce week-end. Selon la mission de l'ONU en Centrafrique et des témoins, ces affrontements ont opposé des groupes armés à Bria. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis ce week-end des élections libres et justes pour 2020. Le chef du gouvernement éthiopien, qui s'exprimait lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction en avril, a assuré que des réformes ont été entreprises pour rendre la commission électorale crédible. Les détails. Travaux ont été entrepris afin de rendre la commission électorale éthiopienne non partisane et crédible. C'est ce qu'a déclaré ce week-end Abiy Ahmed, qui a également annoncé que l'Éthiopie pourrait passer à un système de vote électronique pour les élections générales de 2020. Le Premier ministre, qui s'exprimait lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction en avril, s'est engagé à ce que les élections soient libres, justes et démocratiques. Lors des élections de mai 2015, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, la coalition qui dirige l'Éthiopie depuis 1991, avait raflé l'ensemble des 547 sièges de la Chambre basse du Parlement. Des élections qui avaient été qualifiées de mascarade par les partis d'opposition. Le désir de l'EPRDF en ce moment est de mener des élections vraiment démocratiques, a fait savoir le chef du gouvernement éthiopien, promettant que son parti, s'il gagnait les élections, pourra mettre en œuvre son agenda en pleine confiance et tiendra sa promesse d'une transition démocratique s'il perdait. Depuis son entrée en fonction, Abiy Ahmed a entrepris un vaste programme de réformes et pris des mesures pour apaiser les tensions ethniques dans le pays. Il a par ailleurs scellé la paix avec l'Érythrée après 20 ans d'état de guerre et annoncé l'ouverture partielle de l'économie éthiopienne. En République démocratique du Congo, la plupart des 6 candidats exclus de la présidentielle prévue en décembre, dont l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba, ont fait l'option de saisir la Cour constitutionnelle après l'invalidation de leur dossier par la commission électorale. Mais déjà, certains mettent en cause l'impartialité de la haute juridiction par rapport à ces recours. Reportage. La plupart des 6 candidats exclus de la présidentielle du 23 décembre ont fait l'option de saisir la justice. Les proches de Jean-Pierre Bemba, sénateur et ex-vice-président, ont indiqué dès samedi qu'il allait saisir la Cour constitutionnelle. L'ex-premier ministre Adolphe Muzito a également annoncé son intention d'un recours devant les 9 juges constitutionnels dans le délai légal de 48 heures. Lundi matin, des partisans se sont rassemblés devant la Cour pour soutenir Antoine Gizenga, 92 ans, vice-premier ministre au temps de Patrice Lumumba en 1960. Ex-premier ministre également entre novembre 2016 et avril 2017, Sami Badibanga veut également saisir la Cour constitutionnelle. Sa candidature a été déclarée irrecevable pour défaut de nationalité congolaise d'origine. Même motif et même recours pour la seule femme candidate, Marie-Josée Ifokoumputa. Mais d'aucuns mettent déjà en cause l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Le verdict de la juridiction est connu d'avance, s'est insurgé sur Twitter le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha. La commission électorale qui a invalidé 6 dossiers sur 25 au total vendredi doit publier la liste définitive des candidats le 19 septembre prochain. Restons en République démocratique du Congo où les autorités sont actuellement confrontées à un casse-tête de suivi lié à Ebola, celui de s'assurer que les personnes qui ont été en contact avec des malades déclarés d'Ebola ne développent à leur tour des symptômes au risque de contaminer d'autres personnes dans le pays.
contre la propagation de l'épidémie d'Ebola qui touche l'est de la République démocratique du Congo, c'est désormais une rude guerre qui est menée par les autorités du pays à divers niveaux. Actuellement, sur les plus de 2300 contacts recensés, les 3 cas sont effectivement suivis. Il est cependant à craindre un risque de contamination entre les personnes qui ont été en contact avec des malades déclarés d'Ebola. La République démocratique du Congo est donc en alerte maximale. Selon les autorités sanitaires, 105 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 77 confirmés et 28 probables, alors que le nombre de morts s'élève à 67. La 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu, faisant jusqu'à présent 63 morts. Le Nord Kivu est le carrefour commercial où la population congolaise, pour vivre et parfois survivre, est obligée de se déplacer. Une vaccination ciblée est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest de la RDC et dont la fin a été annoncée pour le 24 juillet. Au Burkina Faso, on connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle. Il s'agit du 24 mars 2019. Dans le cadre de ce scrutin, une opération de révision du fichier électoral sera entamée d'ici à quelques semaines. Plus de précisions à travers cet élément. La révision du fichier électoral en prélude au référendum constitutionnel vise à prendre en compte les Burkinabés en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral, en particulier les Burkinabés de l'étranger. C'est dans un tweet que la Commission électorale nationale indépendante CENI en a fait l'annonce. Selon un membre de la dite commission, la date prévue pour ce référendum est le 24 mars 2019. Le projet de constitution a été remis au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait entamé les consultations avec toute la classe politique afin de trouver une voie consensuelle pour son adoption. Mais face aux difficultés financières que traverse le pays, le gouvernement avait souhaité une adoption par voie parlementaire. Mais suite au refus des partis de l'opposition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a opté pour le référendum, car c'est le consensus qui a prévalu pendant la rédaction du document, explique un membre du gouvernement. Dès le retour des vacances gouvernementales, le Conseil des ministres devra confirmer les dates de la commission électorale par un décret, explique cette même source. Et c'est à ce moment que la CENI procédera à une révision du fichier électoral. Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple burkinabé, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 ans. Certains droits comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile y sont consacrés. En bref, au Cameroun, au moins 2 gendarmes ont été tués le week-end dernier lors de l'attaque de 2 brigades par des séparatistes armés présumés. Ceci dans la localité de Zoa, près de la ville de Oum, dans la région anglophone du nord-ouest. L'annonce a été faite par un porte-parole de l'armée. Il faut dire que cette nouvelle attaque a, dans un premier temps, été annoncée par des sympathisants séparatistes qui ont parlé de 9 gendarmes tués. Les combats entre soldats, policiers et séparatistes sont devenus quasi quotidiens dans les régions anglophones du Cameroun. 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité y ont été déjà tués selon le gouvernement. Du Cameroun, rendons-nous en République centrafricaine où des affrontements meurtriers ont eu lieu samedi et dimanche. Selon la mission de l'ONU en Centrafrique et des témoins, ces affrontements ont opposé des groupes armés à Bria. Des détails. Affrontements entre groupes armés dans le centre-est de la Centrafrique ce week-end. Ils ont opposé les anti-Balaka qui prétendent défendre les non-musulmans au FPRC, entendez le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, des pertes sont à déplorer dans les 2 camps. Face à la situation, les forces de sécurité centrafricaines et la police de la MINUSCA ont pris des mesures de sécurité et sont en alerte dans la ville. Les témoins ont précisé que ces heurts avaient fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Un bilan non confirmé par la MINUSCA.
Des dizaines de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Les combats entre les anti-Balaka et les milices de l'ex-rébellion de la Séléka avaient cessé dimanche après-midi, mais des tirs sporadiques étaient toujours entendus dans la soirée. Les combats entre anti-Balaka et éléments du FPRC auraient pour origine un règlement de compte entre les éléments des deux camps à propos du vol d'une moto, selon des témoins. Il faut dire que depuis 2013, la quasi-totalité du territoire de la Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés et de milices qui commettent d'innombrables violences et exactions. Groupes armés issus de la Séléka et milices s'affrontent aujourd'hui pour le contrôle des ressources de ce pays. En Tunisie, le parti Ennahda a laissé les options ouvertes quant à sa consigne de vote sur le projet de loi qui doit instaurer l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'héritage. Le parti d'inspiration islamiste a également défendu l'égalité, mais aussi le respect du Coran. Reportage. Le tunisien Bédi Kaïd Essebsi a annoncé le prochain dépôt au Parlement d'un projet de loi inédit dans le monde arabe pour rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage, un test qui divise car il déroge à un principe inspiré du Coran. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. La position d'Ennahda, principal parti au Parlement et membre de la coalition au pouvoir, sur cette réforme de société était très attendue. Nous allons militer pour donner à la femme son droit dans l'héritage parce que la femme continue à subir une injustice en Tunisie, a déclaré dimanche Abdelkarim Harouni, président du Majlis al-Soura, le parlement interne du parti qui était réuni durant le week-end. Mais il a assuré que cette réforme devait se faire dans le cadre de la Constitution qui prévoit que l'État est civil mais protège la religion. Nous refusons tout projet contraire à la Constitution et au test catégorique du Coran, a-t-il également ajouté, laissant donc le flou sur la position de son parti face à la réforme de l'héritage. La formation attend de voir le test exact du projet de loi pour prendre position, a indiqué Harouni. L'égalité dans l'héritage fait partie d'une série de réformes sociétales proposées par une commission présidentielle chargée de traduire dans la loi l'égalité consacrée par la Constitution de 2014, adoptée dans la foulée de la révolution ayant mis fin à la dictature. Hors du continent africain, plus précisément aux États-Unis, la police et des agents du FBI mènent une perquisition à Baltimore dans une maison qui pourrait être liée au possible suspect d'une fusillade survenue en Floride. L'attaque dont l'auteur s'est suicidé a fait au moins 2 morts et 11 blessés dimanche. Voici les images. 2 personnes ont été tuées et 11 autres blessées au cours d'une fusillade en Floride. L'auteur a ouvert le feu lors d'un tournoi de jeux vidéo, puis s'est donné la mort. Les victimes ont toutes succombé sur place. Les 11 personnes blessées sont toujours hospitalisées. La police a révélé l'identité de l'auteur de la fusillade. Il s'agit de David Katz, 24 ans. Il est originaire de Baltimore, la plus grande ville du Maryland, dans le nord-est des États-Unis. 3 individus sont décédés sur place. L'un d'entre eux est le suspect qui s'est suicidé. 9 victimes ont été transportées vers les hôpitaux de la région. 7 d'entre eux avaient des blessures par balle. En plus, il y a eu 2 autres blessés par balle qui ont été elles-mêmes à l'hôpital. Je suis heureux de vous annoncer qu'ils sont tous dans un état stable en ce moment. Toujours selon des sources policières, Katz était un concurrent du tournoi de jeux vidéo pendant lequel les faits se sont produits. La Floride a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un homme a tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando. Le 14 février 2018, un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d'être arrêté par les forces de police. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.